reprendre le poli. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a vu mercredi dernier? C'était, une séance, pas trop méchante. Tac. Hop. Donc je mets l'image, enfin un petit brainstorming histoire que nos méninges. Ouais, une espèce, OK, très bien. Qui meurt dans cette histoire? Ouais, le koudou, bravo. Donc ça, ce serait bien de le retenir pour avoir un exemple concret de stratégie de défense, chez les végétaux et quelle est l'espèce végétale, qui est capable de se défendre face au koudou? L'acacia, bravo. J'avais une petite question sur l'éthylène. Ouais, Adrien, allez-y. C'est quoi votre question sur l'éthylène? Je vous laisse, soit vous prenez le micro si c'est trop long à écrire, soit, ah, alors, j'en sais rien. Pourquoi les agrumes en sécrètent moins? C'est vrai que c'est la quantité d'éthylène. Ouais, Solal, c'est bon, je viens de vous mettre, je peux le renvoyer. Alors, le lien pour la classe virtuelle, il est dans le Slack, mais vous allez me dire, le Slack, vous n'avez pas nécessairement une connexion ou autre. Donc, je vous le renvoyer si vous voulez, là, sur le WhatsApp pour la semaine. Mais après, comme il y a trop. Bonjour Lina. Lina, je vous avais vu passer, donc de toute façon, j'avais mis OK. Parce que quand vous vous connectez, je vous vois arriver en fait. Lina, c'est bon, j'avais mis OK. Ouais, donc pourquoi les agrumes en produisent peu? J'en sais rien. C'est peut-être en lien avec ce qu'on appelle les fruits climactériques. Le climax, c'est, alors ça, ce terme-là, vous le retenez pas. Ah, Mathias, c'est bien. C'est la capacité, en fait, qu'a un fruit à passer, le stade de vert à rouge, en gros le passage à la maturation. Hem Faut que je cherche pourquoi, mais je suis pas sûre de trouver la réponse. En tout cas, on l'a de manière, cette hormone, elle est produite de manière très, très intense par effectivement les pommes, les rosacées, la famille des rosacées, des roses, les pommiers en font partie, les cerisiers en font partie. Donc c'est possible que ce soit une surexpression de gènes, il faut vérifier tout ça. Donc désolée Adrien, j'ai pas pu répondre de manière très. Ah, le climax, un fruit climactérique. Le climax, c'est le moment où votre fruit va passer le stade, je de maturité importante. Ça s'exprime par la couleur, par le sucre. En fait, il y a un certain nombre d'enzymes qui vont s'exprimer au moment du climax et qui vont, favoriser la dégradation de certains sucres complexes, donc qui n'ont pas une saveur sucrée, en sucre simple, fructose, glucose. Et l'autre, dans le climax aussi, vous avez une enzyme qui va induire, la gélification. Ça se voit très bien dans les espèces, par exemple le raisin. Il y a la pectine, le raisin quand vous le mangez, il est très juteux et en fait, c'est dû au climax. On va avoir une rupture de pas mal de molécules qui sont dans les parois des cellules et une gélification en fait et du coup votre raisin il devient, mangeable une fois le climax passé. Je ne sais pas si je suis très claire. Ces notions-là, elles sont pas au programme, hein. Ouais, oui, et elle a un climax assez important parce qu'elle a une vitesse de maturation qui est grande, votre banane. L'avantage de la banane, c'est qu'elle peut passer son climax en dehors de la plante. C'est pour ça que quand on les récolte, les mains de banane, on appelle ça des mains parce qu'elles ont une forme de main. Elles sont souvent 5, mais même plusieurs, hein, par grappe. Elles sont vertes et en fait, elles poursuivent leur maturation en dehors de la plante mère. J'ai fait une expérience là, attendez, je vais voir si ça a marché.
après, ça n'a pas super bien fonctionné. En achetant une barquette de fraises, au fond de la barquette, il y avait une fraise blanche, toute blanche. Je l'ai acheté il y a 5 jours et donc là, le fruit a été coupé depuis longtemps, hein, du plant mère et vous remarquerez qu'il est en train de devenir rouge. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que le climax, il est en partie indépendant de la plante mère. Votre fruit, il continue de mûrir en dehors du plant. C'est évident pour les bananes, puisque vous l'avez déjà remarqué. Pour les fraises, j'étais pas sûre de moi. Je voulais voir si ça fonctionnait. Alors, bah, je sais pas. J'attends de voir si elle va rougir totalement ou si à un moment donné, il lui faut quand même les, le sucre apporté par la sève élaborée de la plante, quoi. Donc, voilà pour le climax. Donc, je vais revenir du coup. Bah, je regarderai. Il faut juste que j'y pense et j'avoue que pour la question concernant le café que Jeanne avait posée, je ne suis pas allée vérifier parce que entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses et que j'ai complètement oublié. Donc, il faudrait que je me le note. Je vais me le noter. Voilà. Et comme ça, je vous dis ça pour mercredi. Hop, je vais me le noter là. Comme ça, je serai sûre d'y penser. Tac, et donc on a dit le climax et puis le café. Oui, je sais, mais je vais quand même regarder là-dessus. Désolée pour votre plante. Il faut faire des boutures. Alors, les stratégies de défense des plantes organismes fixés. Donc, ce qu'on a vu, c'est surtout la défense vis-à-vis d'un organisme prédateur, d'un herbivore, hein, la stratégie l'acacia. Donc, il communique avec un autre acacia par le biais d'une hormone gazeuse, vous l'avez cité, l'éthylène, ça c'est à retenir. Et quelle est la molécule qui tue le koudou à forte concentration? C'est pas l'éthylène, c'est quoi? Ouais, le tanin, exactement, bravo. Ensuite, on a vu qu'il y avait d'autres stratégies adaptatives face aux difficultés, aux variations environnementales. Et on avait abordé en fin de séance l'OIA. Alors, quel est le stress environnemental qui joue sur l'OIA? Est-ce que vous vous souvenez? C'est quoi le facteur de stress pour l'OIA? C'est pas un herbivore qui vient le manger. Ouais, c'est le vent. Et pourquoi le vent a un effet stressant pour la plante OIA? Ça pourrait être un facteur de croissance, ouais, mais surtout, effectivement, c'est parce que ça a un effet sur la déshydratation de la plante. Par effet de convection, en fait, ça va augmenter la perte d'eau par évapotranspiration. Donc, c'est le stress hydrique. C'est exactement ça qu'il faut que vous reteniez. L'autre problème d'ailleurs de l'Oya, c'est qu'il pousse dans les dunes. Les dunes, c'est du sable et le sable, c'est un support qui conserve très très peu l'eau. Donc l'Oya, non seulement elle est en bord de mer, donc elle prend et les embruns, donc et du vent et de l'eau salée qui est très déshydratante et en plus elle est ancrée cette plante dans un sol sableux qui est pas du tout adapté à conservation d'eau. Donc c'est une plante qui est extrêmement bien adaptée au stress hydrique. L'objectif de ce TP est de montrer que les plantes possèdent des mécanismes de défense contre les agressions du milieu. Et quand il y a écrit agression, il faut comprendre pas uniquement des prédateurs, mais aussi une variation saisonnière, c'est considéré comme un facteur qui est agressif pour la plante. Et puis la concurrence vis-à-vis d'autres plantes aussi. Hein. Ce n'est pas uniquement les animaux qui sont les agresseurs potentiels de vos plantes. Il y a une compétition aussi interspécifique entre les plantes et même parfois intraspécifiques au sein d'une même espèce. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur cet exemple du koudou et de l'acacia, vous l'avez bien compris. Donc, dans les années 80, on a, on a assisté à une mort importante plusieurs milliers d'individus de koudou morts de faim alors que leurs panses étaient pleines de feuilles d'acacia. Donc, on est allé très rapidement faire des. Donc, c'est Van Hoven et son équipe d'étudiants. Voilà. Donc, Van Hoven, tac, c'est écrit ici. C'est un biologiste et il exerce encore.
Et ils ont travaillé, entre autres, sur l'acacia, en pensant que l'acacia était à l'origine de la mort prématurée de Sékou et effectivement, par une expérience en touchant les acacias, en exerçant je l'ai pas, le j'aurais dû le le tableau où vous voyez que le taux de tanin augmente très rapidement au bout d'une demi heure, mais même au bout de 3 heures, il est encore, en quantité importante et à concentration croissante. Eh bien, ce sont ces tanins qui, rendent la feuille d'acacia indigeste pour le koudou et donc il meurt de faim. Donc est-ce qu'on doit connaître le mode biochimique d'action du tanin? Non. Je vous ai rappelé le tannage du cuir et cetera. Quand on parle d'un vin qu'il est tannique, ou le thé, quand vous buvez du thé, cette astringence que vous percevez en bouche, c'est juste parce que les tanins sont des molécules qui ont un rôle de pontage de certaines protéines, des protéines salivaires quand on boit quelque chose de tannique. Et au niveau de l'appareil digestif, au niveau de la panse des ruminants, ça empêche en fait la digestion chimique des feuilles et donc du coup, bah, l'animal meurt de faim. Donc le tanin conjugué à l'éthylène, excusez-moi, je vais trop vite. Donc l'éthylène, c'est une hormone extrêmement simple, hein, à seulement 2 carbones et 4 atomes d'hydrogène. Donc C2H4, c'est une toute petite hormone et elle a la particularité, c'est d'être gazeuse, c'est-à-dire volatile. Autrement dit, elle est produite par une plante et elle va être libérée au niveau des stomates et elle va agir sur une autre plante, par exemple. Et donc là, ça peut être considéré comme une hormone du stress dans l'espèce acacia. Un acacia A produit de l'éthylène, l'acacia B qui est dans le sens du vent, qui va récupérer l'éthylène par le vecteur vent, eh bien, va capter cette information comme un élément de stress et va y répondre en produisant des tanins. J'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Vous l'aviez un tout petit peu vu, la notion d'hormone en première. Une hormone, c'est une molécule qui agit à distance sur des organes récepteurs qui disposent de cellules qui ont des capteurs à ces hormones, des récepteurs complémentaires à ces hormones. Ça agit souvent à très faible concentration et ça induit une réponse. Et bien là, la réponse de l'arbre qui reçoit, de l'acacia qui reçoit l'éthylène, va être de produire des tanins en termes de défense. Est-ce que ça va? L'hormone, elle induit toujours une réponse physiologique. Donc vous, vous l'aviez vu en première avec le stradiol, la progestérone et la testostérone. Bah, les plantes ont aussi beaucoup fabriquent des hormones. Bon, ça, c'était les schémas. J'en ai pas reçu, vous m'en avez pas envoyé. Si vous en avez fait, envoyez-les surtout. Ensuite, les mettre pour tout le monde sur le site. Je vous les envoie si vous voulez pas que ce soit mis sur le site, je peux vous les envoyer sur, sur WhatsApp ou autre. Mais entraînez-vous à la schématisation. Pour développer cette stratégie adaptative, là, j'ai fait une capture d'écran de votre manuel, donc ça, vous l'avez hein, à la maison, le Bordas, à la page 116. Donc, vous avez une photographie de l'Oya des dunes et ici, elles sont super, ces photos. Elles vous expliquent comment la feuille est capable de se fermer ou de s'ouvrir selon le degré d'humidité de l'air. Donc, c'est expliqué ici. L'Oya des dunes est une des... Donc, ça, il faut aussi le connaître. C'est bien d'avoir deux exemples. Un exemple de stratégie face à des prédateurs, exemple l'acacia face au koudou, et un exemple de stratégie face aux variations hygrométriques du milieu, par exemple. Je vais juste fermer. Voilà, ça, c'est un peu plus calme. Donc, est une des rares plantes capables de coloniser des dunes en bord de mer. Donc, c'est effectivement, on vous précise rare, vous l'aurez compris, entre le vent, l'eau salée et le sable, ça fait quand même trois critères qui sont défavorables au développement des végétaux. Elle s'y développe malgré un sol très sableux, incapable de retenir l'eau de pluie. Il y a écrit l'eau de pluie parce que l'eau, de toute façon, l'eau de mer salée, elle ne sert pas à la plante puisque par osmose, votre plante, si vous rajoutez de l'eau salée, elle perd son eau. Et un climat souvent très venteux, desséchant. Les feuilles longues et étroites de l'Oya, donc étroite, ça induit une faible surface d'échange, donc une faible perte hydrique d'apparence banale cache en fait des adaptations étonnantes comme le montre l'expérience suivante. Un morceau de feuille coupé transversalement et conservé en atmosphère humide est observé à la loupe binoculaire. La feuille en forme de lame aplatie se déshydrate et en quelques minutes prend la forme d'un tube fermé. Si on l'humidifie l'air autour de la feuille, on assiste alors à un mouvement inverse.
Donc là, c'est quand on crée une atmosphère desséchante, par exemple avec un sèche-cheveux, on applique le sèche-cheveux, enfin on le met en marche et on sèche la feuille et on va la voir se recroqueviller. C'est une observation à la loupe binoculaire. À l'œil nu, c'est plus difficile de le voir. Alors, ce qui est assez fort, c'est qu'à la base des cryptes ici, il y a des petites cellules qu'on appelle les cellules bulliformes. Je regarde si elles sont écrites ici, sinon je reprendrai sur mon diaporama. Je ne les vois pas. Donc les cellules bulliformes, je regarde s'ils vous ont mis la légende, mais je ne vois pas écrit cellules bulliformes. Donc je vais passer à la photo qui suit. Tac, ici. Excusez-moi, je vais encore zoomer. Je passe là. Ouais, c'est pas encore génial. Voilà, là c'est bien. Je vais dézoomer du coup. Voilà, tac. Donc ce sont ces petites cellules-là qui en fait vont voir leur volume varier en fonction de l'humidité de l'air. Quand l'air est très humide, en fait, elles vont entrer ce qu'on appelle en turgescence, c'est-à-dire qu'elles se gorgent d'eau et en se gorgeant d'eau, elles gonflent et en gonflant ici, elles vont en gros exercer une pression et vont permettre d'ouvrir la feuille. Donc elle était fermée et hop, les cellules bulliformes permettent à la feuille de s'ouvrir. En revanche, quand le milieu devient très desséchant, elles deviennent plutôt en phase de plasmolyse, elles perdent leur eau et en perdant leur eau, elles deviennent petites et du coup, hop, la feuille se referme. Donc ça, c'est une super stratégie adaptative qui permet à la feuille de s'ouvrir ou de se fermer. Si vous êtes un peu fan de botanique, il y a peut-être des plantes que vous connaissez qui sont les sensitives. Quand vous appuyez dessus, hop, elles se referment. Bah, c'est le même principe en fait. Elles sont sensibles au toucher. Et bien là, l'Oya, elle est sensible au degré hygrométrique de l'air. Donc si je reprends mon livre, hop, ici, je vais zoomer un petit peu. Là, vous êtes plutôt dans une condition en phase de stress. La feuille, elle est refermée. Et donc, ils vous ont surligné en jaune dans le bordas les stratégies adaptatives. Donc, par exemple, la surface qui est directement au contact de l'air, elle est recouverte d'une cuticule épaisse. Et cette cuticule, elle est imprégnée de certaines cires. Une cire, c'est quelque chose de gras et donc qui est imperméable. Hein. Ce qui est gras est hydrophobe. Donc ça évite toutes les pertes hydriques. Et vous remarquerez, si vous zoomez, je vais passer à la diapo qui suit, il n'y a pas de stomates. Autrement dit, les échanges gazeux sont très limités et juste à l'intérieur de la feuille. Donc, puisqu'il y a peu d'échanges gazeux, il y a donc peu de pertes d'eau. Mais par contre, il y a aussi une entrée de CO2 relativement faible. Donc, ce sont des plantes qui, d'un point de vue métabolisme photosynthétique, ne développent pas des capacités de croissance très, très grandes. Je vous rappelle que la photosynthèse, c'est utiliser la lumière, le CO2 et H2O pour fabriquer des molécules organiques que sont le glucose et que ce glucose, ensuite, il va être utilisé à des fins énergétiques pour vos cellules, pour, dans le cas des plantes, une croissance, une multiplication ou plein d'autres choses. Et donc, si vous fabriquez peu de sucre, eh ben, vous allez avoir peu d'énergie, donc votre plante, elle ne va pas croître énormément. Ensuite, tissu rigide et hydrophobe constitué de cellules mortes lignifiées, bon ça, on l'avait déjà vu, hein, les roses, c'est cellulose et vert, c'est la lignine, mais là, on ne le voit pas très bien. Ensuite, cellules épidermiques, ça, c'est ce qui saute aux yeux quand même, ces petites structures-là, qui augmentent la surface d'échange à l'intérieur de votre feuille, tout simplement pour capter un maximum d'eau quand il y en a dans l'air, hein, sous forme gazeuse. Donc cellules épidermiques au fond d'une crypte, elles sont très hydrophiles, évidemment, donc elles aiment l'eau, hydrophile. Donc, hop, je vais passer à la diapositive du dessous. Ça, c'était une comparaison type ECE entre l'OIA adapté à un stress hydrique. Et puis là, alors, je vous avais proposé une feuille de houe tout simplement parce qu'au lycée, ce sont les coupes transversales de feuilles qu'on a qui sont de qualité. Après, le hou, elle a aussi des stratégies adaptatives pour limiter les pertes hydriques. Si vous regardez la feuille de houe, elle est très luisante des deux côtés et ce côté luisant, c'est dû à une cuticule qui est aussi recouverte de cire, donc de molécules très hydrophobes. Donc le haut aussi est relativement bien adapté à limiter les pertes hydriques. D'accord. Donc là, ici, vous avez les vaisseaux conducteurs, phloème et xylème. Donc vaisseaux
de xylème pour la sève brute et tube de phloème pour la sève élaborée. Là, c'était juste une comparaison. Là, je suis sur la face supérieure, là, la face inférieure, mais la face inférieure, dans le cas de l'Oya, va totalement être en contact direct avec l'extérieur suite à la fermeture, cette forme invaginée de l'Oya. Adaptation structurale de l'Oya à la contrainte du milieu de vie, atmosphère desséchante. Donc, le fait de limiter ici ma surface d'échange, ben, je vais limiter les pertes hydriques. Je vais juste laisser cette petite ouverture là pour pouvoir quand même permettre certains échanges, c'est-à-dire l'entrée de CO2 et la libération d'O2. Mais en même temps, je perds de l'eau quand je suis Oya puisque je suis dans un milieu desséchant. Hop. Ensuite, adaptation structurale de l'Oya à la contrainte du milieu de vie, atmosphère desséchante. Donc là, les poils épidermiques, à ne pas confondre avec les poils absorbants. Ce n'est pas la même structure exactement. Les poils absorbants, c'est au niveau des racines. Là, les poils épidermiques, c'est au niveau de la feuille chez certaines espèces, typiquement chez l'Oya. Et donc ici, c'était pour vous montrer qu'il est possible, mais c'est assez dur cette mise au point-là. Certains élèves ont réussi à le faire. En fait, au fond des cryptes, on trouve les structures stomatiques, ces deux petites cellules accolées qui s'ouvrent pour laisser passer l'air. Et donc les stomates ici, ils sont vraiment localisés au fond des cryptes, alors qu'il y en a beaucoup plus comparativement dans le cas de la feuille de houx. Voilà, donc ça, c'était une proposition de schéma comparatif entre le hou et l'Oya. Ici, quand on fait une comparaison, on essaye de se placer au même grossissement. Donc, pour avoir la feuille, on va dire en entier, on est obligé de se placer un grossissement faible. MO signifiant microscope optique x 40. Et là, microscope optique x 40, je vois la structure invaginée, je vois qu'il y a quand même des échanges possibles, mais une ouverture très limitée, donc je limite les pertes hydriques. J'ai une cuticule qui évite les pertes hydriques. J'ai au fond des cryptes les stomates, ça permet quand même des échanges, mais je les limite, donc je limite les pertes hydriques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au grossissement x 400 quand je pars. Ici, j'ai les structures stomatiques qui permettent d'échanger, CO2, H2O, O2. Et ici, elles sont au fond des cryptes. Il y en a peu, donc ça limite les pertes hydriques. Quant aux poils épidermiques, eux, augmentent l'absorption de l'eau. Donc là, c'est l'inverse de limiter les pertes hydriques. Et puis les petites cellules d'uniforme au fond des cryptes qui permettent l'ouverture ou la fermeture, structure ouverte ou fermée de la feuille. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'était pas très difficile, vous aviez bien suivi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est compliqué pour moi de le juger à distance, mais mercredi, c'était assez dynamique. Aujourd'hui, on fait que revoir, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, ce que je retiens de cette séance, les plantes à vie fixée, c'est toujours la même chose. Ça, en termes de synthèse, si j'ose dire, il faut toujours commencer par les contraintes de la vie fixée. C'est une contrainte lourde que d'être enraciné et de ne pas pouvoir bouger. Bon, déjà, le confinement, c'est une contrainte lourde. Mais là, la plante, c'est encore plus de contraintes. Développe des stratégies adaptatives. Donc, la notion de stratégie, elle est importante aussi. Stratégie adaptative, en fait, pourquoi? Parce que c'est un clin d'œil direct à la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que face à des contraintes, vous allez observer des stratagèmes, des stratégies dans de très nombreuses espèces qui expliquent un avantage adaptatif à un instant T et donc une colonisation de l'espace et une belle adaptation de l'espèce. Voilà. Face à un environnement parfois hostile, alors, hostile, qu'est-ce que ça sous-entend hostile pour vous? Si vous y étiez une plante verte, ça veut dire quoi hostile pour vous? C'est quoi l'environnement hostile? Ça comprend quoi? Ouais, très bien. Donc, quand je fais la photosynthèse, je vous rappelle que la photosynthèse, c'est utiliser de l'eau, du CO2 et libérer du dioxygène et du glucose. Oups là. Donc, et tout ça grâce à de l'énergie lumineuse.
H nu, mince, je sais pas comment l'écrire. J'ai pas le, je sais, je maîtrise pas encore bien. Bon, HV, c'est H nu, hein, c'est l'énergie lumineuse. Donc, hostile, c'est quand j'ai pas d'eau. Qu'est-ce qui pourrait être hostile aussi dans mon environnement? Ouais, pression exercée par les herbivores. Quoi d'autre? Donc là, je me fais manger. J'ai pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contrainte? Ouais, un manque de lumière. Et le vent pour le stress hydrique, je suis d'accord. Manque de lumière, c'est dans quel contexte? Dans quel environnement vous pouvez évoquer le manque de lumière? Ou à quelle saison? Oui. Alors, effectivement, dans les zones équatoriales et dans les forêts tropicales, vous avez une compétition au niveau de ces forêts-là pour la croissance parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'humidité. Il y a beaucoup de soleil, donc elles croissent vite. Et comme elles croissent vite, eh bien, en fonction des espèces, il y en a qui vont avoir un couvert végétal rapidement et d'autres vont du coup se retrouver à l'ombre et elles ont des stratégies adaptatives. Soit elles peuvent se mettre autour de celles qui croissent vite et donc dans ce cas-là, bah, c'est pas qu'elle gagne, mais elle profite de la croissance des plantes à fort couvert végétal. L'hiver, c'est aussi un problème de lumière puisqu'on est sur des photopériodes courtes. Est-ce que le mot photopériode, tout le monde connaît ça? Je vais vous l'écrire. Photopériode, c'est la durée. Je ne vais pas l'écrire en jaune parce que ça ne se voit pas. Photopériode. Photopériode, c'est la durée du jour. Et l'hiver, puisque la durée du jour est courte, effectivement, une des stratégies adaptatives des plantes, c'est quoi? L'hiver, qu'est-ce qu'elles font? Ah ah, elles peuvent pas se mettre au chaud, à la lumière, c'est pas possible. Elles font quoi les plantes? Vous savez pas? Non? Elles perdent leurs feuilles. Elles perdent leurs feuilles parce qu'ainsi, enfin, quand je dis parce qu'ainsi, ça fait très finaliste, en perdant leurs feuilles, elles diminuent les pertes hydriques, puisque vous l'aurez compris, c'est surtout au niveau des feuilles qu'il y a des échanges avec l'atmosphère. Quand je perds mes feuilles, je limite les échanges, donc je ne perds plus d'eau. Vous allez me dire, oui, mais elle fait plus la photosynthèse, mais de toute façon, vu que la photopériode est courte, de toute manière, elle ne pourrait pas faire une grande photosynthèse. Donc en fait, les arbres perdent leurs feuilles l'hiver pour limiter les pertes hydriques et ils se mettent en pause en termes de métabolisme photosyntétique. Ils n'exercent plus la photosynthèse. Ils ont suffisamment stocké de sucre à l'été, début de l'automne, au niveau de leurs racines pour tenir toute la saison difficile pour, pour ces plantes, à savoir fin de l'automne et hiver. Et au printemps, les racines qui sont riches, qui ont stocké tout le sucre de l'été, vont via la sève brute. C'est un peu particulier, mais au printemps, la sève brute, elle est riche en sucre, hein. C'est le fameux sirop d'érable qu'on récolte au printemps au Canada. Et donc, cette sève brute riche en sucre va réalimenter les rameaux qui vont pouvoir débourrer. Les bourgeons, vous les avez vus, maintenant ils ont tous éclos, les bourgeons foliaires, ce sont en miniature une branche avec, eh bien, avec des feuilles et puis des petits bourgeons. Et donc au printemps, on parle de débourrage. Il débourre parce qu'il y a de la bourre. Si vous regardez bien le bourgeon, il y a comme un duvet qui les protège du froid. Et donc, et puis il y a aussi ces collants, le bourgeon du marronnier par exemple, il y a cette substance qu'on appelle la propolis. Quand vous touchez, ça colle. Et tout ça, ça permet de protéger du froid et aussi des parasites de type champignon. Donc au printemps, ça y est, les arbres repoussent, les rameaux se développent. Et là, on a bien avancé dans la saison printanière, puisqu'après les bourgeons foliaires s'ouvrent les bourgeons floraux. Et on va voir mercredi ce qu'est une fleur. La fleur, c'est quoi pour vous d'ailleurs, puisqu'on a presque fini là? C'est quoi pour vous une fleur? Comment vous définissez fleur? Ah ah. Ouais, ouais, très bien. C'est l'organe reproducteur et donc sa fonction, c'est la fonction de reproduction et est-ce que c'est hermaphrodite ou pas? Ah ah, va falloir qu'on dissèque ça mercredi.
Ouais, en fait, 80 des fleurs des angiospermes sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'on a sur la même fleur et les organes femelles et les organes mâles. Donc mercredi, pour mercredi, il y a un petit épée à préparer. Si jamais vous avez la chance d'avoir un balcon, voire mieux un jardin, je vous invite à prendre une petite fleur, une pince à épiler et aller regarder un petit peu comment c'est fait. Moi, je vais voir comment je peux faire ça. Ouais, il y a certaines fleurs qui ne sont pas hermaphrodites, je vous expliquerai tout ça mercredi. Si vous pouvez, vous en disséquer une. Moi, je vais essayer de filmer, mais ça va être, rudimentaire. Le film que je vous avais mis sur les stomates de poireaux, il est très lourd, donc je l'ai mis sur Slack. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Je ne l'ai pas mis sur le site. Heu mais bon, je vais tenter d'en refaire un. Je ne sais pas trop si ça sera de qualité. Ça se voit à l'œil nu, une dissection? Ouais, par exemple. Alors l'orchidée, elle, effectivement, les plantes épiphytes, ce sont des plantes qui, n'ont pas besoin du sol. Elles s'accrochent au tronc des arbres et elles captent beaucoup. Du coup, puisque j'ai pas de racines ancrées dans le sol, je capte l'eau, uniquement, l'eau de l'air. D'accord? Donc elles ont pas besoin d'énormément d'eau. Donc si elles ont pas besoin d'énormément d'eau, vous l'aurez compris, hein, c'est toujours le même principe. J'ai pas besoin de beaucoup d'eau, c'est que ma croissance, elle est quand même limitée. Vos orchidées ont des croissances, très limitées. Mais ce sont des plantes qui sont assez résistantes, hein. Elles sont voilà. Donc, mercredi, vous allez avoir une petite dissection de fleurs à faire. Je vais vous expliquer comment faire. Donc si je reprends, elles ont la capacité de synthétiser des molécules toxiques et ainsi lutter contre des prédateurs. Donc la molécule toxique que vous avez retenue, c'était le tanin. Elles disposent également d'un système de communication hormonale, l'éthylène, ce serait bien de le retenir, et de savoir l'orthographier, qui intervient dans la communication entre les individus. Limitée par leur vie fixée, cette molécule gazeuse est transportée par le vent. Selon les milieux, les plantes présentent moult stratégies adaptatives. Par exemple, dans les milieux secs, elles vont diminuer les surfaces aériennes afin de diminuer les pertes hydriques et invagineront alors les surfaces d'échange nécessaires à la photosynthèse. Est-ce que ça va pour tout le monde cette partie-là? Sur le cours, ouais, c'est facile, hein. Honnêtement, sur la partie plante, je trouve par rapport à tout ce que vous avez fait sur l'année, c'est franchement la partie la plus tranquille, dans la mesure où, le cours, il est facile, les séances, elles sont simples. Alors c'est dommage qu'on puisse pas les faire parce que, c'est assez sympa de disséquer des fleurs et cetera, de regarder les grains de pollen au microscope. Mais bon, tant pis. Je vais voir comment, faire les choses au mieux pour vous. Donc sur la partie cours, je vais la regarder avec vous, mais franchement, il n'y avait pas énormément à recopier. Donc je veux juste m'assurer que c'est clair pour tous. Vous avez pour le moment recopié dans le thème 1 à 5 l'introduction, vous l'avez apprise. Le grand 1, on l'a fait ensemble lundi dernier, vous l'avez recopié, vous l'avez appris. Pour aujourd'hui, il fallait recopier le grand 2, adaptation à la vie fixée, les stratégies de défense de la plante. On va le compléter ensemble. Normalement, vous l'avez copié et appris, donc ça doit être rapide. Les plantes à vie fixée développent des stratégies adaptatives face à un environnement parfois hostile. Elles ont la capacité, c'est ce que je viens de dire, hein, de synthétiser des molécules toxiques et ainsi lutter contre les prédateurs. Elles disposent également d'un système de communication. Et donc là, le mot qu'on attendait, on vient de le lire, c'est, dites-moi tout. Je vais reprendre le chat parce que je ne vois plus. Communication comment? Dites-moi. Ouais, super, bravo. Hormonale. Et notamment l'éthylène qui intervient dans la communication entre les individus, limités par leur vie fixée. Tout ça, je viens de le lire. Par exemple, dans les milieux secs, elles vont diminuer les surfaces aériennes afin de diminuer les pertes. Et c'est toujours la même chose, les pertes. C'est quoi le gros problème? Bravo. Les pertes hydriques, vous avez tout compris. Invagineront alors les surfaces d'échange nécessaires à la photosynthèse. Page 2, tac. Alors, page 2, c'est le travail que vous aurez à faire pour lundi prochain. Donc, vous remarquerez, hein, là, c'est quand même vraiment zen et tant mieux. Donc là, cette page, deuxième page du cours à recopier, elle est relative au TP10, le dernier TP à faire de l'année qu'on va faire mercredi sur les fleurs et les fruits. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, sauf si vous avez des questions, ce que vous allez devoir faire pour
pour mercredi. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? Et puis ensuite, je vais vous expliquer. Là, aujourd'hui, c'était un cours vraiment zen. Ça va ou pas pour tout le monde? Bon, ça a l'air d'aller. Alors, sur le site, c'est toujours la même chose. Il faut que vous alliez, dans l'onglet, c'est un peu surprenant pour vous, mais j'aurais dû vous l'expliquer en classe entière. Comme, j'ai longuement travaillé sur les nouveaux programmes de terminale et que la plante reste dans le programme de terminale pour les SP de l'année prochaine, mais change de thème. C'est plus le thème 1 comme vous l'avez vu vous, c'est le thème 2 qui s'appelle «De la plante sauvage à la plante domestiquée». J'y ai créé des, présentations à être, habitués ce genre de 2 été feuilles et puis ah, je vois que quelqu'un me parle alors. Bug. Moi là ça va. Ah ouais, il semble que votre connexion soit actuellement de mauvaise. Là ça va mieux? C'est bon? Vous m'entendez? OK, super. Donc en fait, je vous parle en même temps, je vais sur mon site. Est-ce que c'est pour ça que ça bug? Non, pourtant ça a l'air d'aller. Donc sur le site, quand vous êtes dessus, à l'issue du TP racine tige feuille, il y a la correction, grâce à Alan. Donc l'enregistrement sur YouTube, je l'intègre à chaque fois derrière à la suite. Ensuite, les stratégies adaptatives face aux contraintes de la vie fixée, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, le TP2, stratégie de défense. Et si vous continuez de descendre sur le site, il y a ensuite les produits de la photosynthèse. Ça, vous pouvez le regarder, mais ce n'est pas du tout au programme de votre terminal à vous. Ce sera pour l'aspect l'année prochaine. Mais toujours en format feuille verte, le dernier TP qui s'appelle Organisation florale et adaptation à la pollinisation. On va parler d'abeilles, de fleurs, de fruits, de papillons, la vie fixée de la plante. Et là, on va essayer de comprendre comment est faite une fleur. Donc, je vous avais préparé parce que quand j'ai travaillé sur ces TP-là, évidemment, on était bien avant le confinement. L'idée, c'est de suivre ce TP. Je vous mets en situation face ECE, façon ECE. Madame Dallène souhaite choisir des plantes pour son balcon et des plantes dites mellifères. Donc, mellifères, c'est-à-dire qui vont être pollinisées par Apis mellifera, autrement dit les abeilles qui font du miel. Et donc l'idée, c'était que je vous amenais 2 fleurs et vous deviez trouver laquelle j'allais choisir pour mon balcon puisque je veux me reconvertir en apicultrice. C'est une blague, mais quoique. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire cette ECE-là tout seul, alors sans fleurs ou celle de votre balcon. Moi, de mon côté, je vais essayer de filmer une dissection florale. Évidemment que c'est juste pour le fun puisque vous n'aurez pas de CE. Donc j'espère que c'est bien clair pour tout le monde, hein. Je l'ai redit la semaine dernière, mais j'insiste, il n'y a plus d'épreuve de bac. Donc vous n'aurez pas le CE, donc la partie pratique n'est plus actée. Pour le moment, je ne peux rien vous donner en termes d'organisation au niveau du lycée puisque c'est en train d'être fait, mais on n'a pas eu de retour. Et en relisant encore les dernières informations que j'ai pu glaner sur le site d'éducation.gouv, à moins que je dise une bêtise, mais j'ai revérifié encore, la semaine du 11 mai, on ouvre en priorité au CP, grande section et CM2. Et la semaine du 18 mai, on ouvre aux terminales et aux premières. Donc la semaine du 11 mai, on est encore, vous êtes vous encore en confinement. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Ça va? Donc ça veut dire que nous, là, on s'achemine vers une clôture du programme à distance. Quand le lycée va réouvrir, il est évident, hein, j'insiste, je reviendrai sur des points importants. Et puis, si je peux, normalement ça sera le cas puisqu'on aura encore plusieurs semaines devant nous, je vous évaluerai pour que vous ayez des notes au troisième trimestre sur la plante. Donc ce seront des évaluations faciles. Et sur la neuro, ça peut être plus difficile. On s'entraînera bien évidemment dès la semaine prochaine puisque lundi prochain, je finis le cours sur la plante, mais mercredi prochain, on commencera à faire des exercices si vous le souhaitez. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ça va? C'est clair?
tout le monde. Sur la géologie, quand on reprendra en classe entière, je reviendrai sur des points de géol avec grand plaisir. Pour celles et ceux qui ont eu l'impression qu'il n'y a pas eu suffisamment de développement et en plus, vous n'avez pas été très évalué puisqu'au niveau du bac blanc, il y avait très très peu de géol, donc je peux revenir avec grand plaisir. Et puis sinon, je vous prépare d'autres trucs, vous verrez, on a de quoi s'alimenter en SVT jusqu'à juillet. Voilà, donc jusqu'au mois de juillet. Donc tout est en train d'être créé, ne vous inquiétez pas, vous serez au point toutes et tous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Non, pour aujourd'hui, c'est bon pour tout le monde. Je vous laisse tranquille, c'était une toute petite séance. Zoom, ça a bien fonctionné, j'ai l'impression. J'ai pas regardé les vidéos qu'Alan a envoyées, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Madame, Oui, je vous entends. Hein. c'est Jeanne. Bonjour. C'était pour parler du déconfinement. Oui, Et est-ce que vous pensez que pour les terminales, il va aussi y avoir la possibilité de volontariat ou pas? pour les élèves, De terminale, oui. ouais, je pense. Parce Je pense. que assiduité et volontariat ne va pas ensemble. Du coup, comment on pourrait sur le En bac fait, c'est aussi nous... pour ça que moi je fais l'appel quand je fais mes classes virtuelles, parce que après, moi j'ai eu aucune, enfin ce qui est normal, hein, vraiment, c'est qu'on vit tous au jour le jour, totalement, que toute profession, voilà, dans tous les cas, dans tous les domaines, on sait à chaque jour, voilà, comment on doit faire. Alors, ouais, moi j'ai lu que les élèves, effectivement, c'était sur la base du volontariat et que pour Ouais. assurer une continuité pédagogique, ce qu'on va nous demander, c'est d'assurer le cours en classe face aux élèves et puis pour ceux qui ne se sont pas déplacés, continuer de gérer à distance. Mais du coup, ça va être un double travail pour vous. Oui, bah, c'est pas d'un autre côté, là, je ne fais qu'1 heure de classe virtuelle et habituellement, je vous ai de 9 à 10 donc c'est 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 vrai. gérable, c'est gérable. C'est pas Mhm. enfin, après je sais pas, ce qui dé ça dépend aussi on a tous plus ou moins des enfants, donc c'est plus, c'est tout ça qu'il faut gérer aussi, quoi. Parce que moi, de mes D'accord. enfants, il y en a qui Mais reprennent, peut-être et puis oui, il y en a une, pour le moment, je sais pas, je l'emmène avec moi. d'accord. Ah ouais. Donc, c'est tout ça qui est compliqué à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, moi, ce qui m'importe, et dans votre classe, heureusement, c'est le cas, c'est que vous ayez des connexions internet qui fonctionnent. Parce que voilà. Et un Oui, ordinateur où qu'on puisse continuer de travailler même à distance. En première, je fais pas mal de Geniali, beaucoup plus sophistiqué que ce que je peux faire avec vous. Et, mhm. et les élèves ont l'air d'accrocher, mais pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas de connexion internet ou juste qui n'ont pas d'ordinateur et en seconde c'est pire, quoi. Donc c'est plus ça en fait qu'il faut. D'accord. Mais du coup, ce serait quelle raison pour le volontariat? Enfin, comment ça marcherait? Vous Bah, savez vous ou pas avez du le tout? droit de, je sais pas, possiblement d'avoir peur d'attraper le SARS-CoV-2 et de ne pas vouloir être. Oui, voilà, personne à risque. Vous avez le droit d'avoir des problèmes asthmatiques, d'être diabétique, et dans ce cas-là, effectivement, vous êtes une personne à risque. D'accord, mais une autre question, il y a des questions du coup de faire une semaine sur 2, mais l'autre semaine on resterait chez nous, on aurait des cours, virtuellement ou vous savez rien Je du sais tout? pas, j'en sais rien. Si c'est une semaine sur 2, ça veut dire qu'effectivement, il y a une semaine où je me déplace et je vois les élèves qui ont pu se déplacer et puis la semaine d'après, je gère à distance comme on fait là. D'accord Et et du coup, OK. pour l'avancement, ce qui est compliqué, c'est que ce que je ne sais pas dans la TS3, c'est ce que tout le monde a compris et ça, c'est très difficile à distance de savoir, si vous avez tout maîtrisé. Je pense à la neuro en particulier parce que c'est quand même un peu compliqué. Même si on Mmh. finit l'année comme d'habitude sur des thèmes qui sont relativement simples comparativement à ce que vous avez fait en classe avec moi, mais enfin de visu. Mais voilà, et c'est ça, c'est compliqué, donc je ne sais pas du tout. Après vous, en terminale, je ne suis pas inquiète. Ce qui importe, c'est votre parcours sup et ce que vous allez faire l'année prochaine. Donc, il y en a quand même un nombre non négligeable d'entre vous qui
arrêté les sciences de la vie et de la terre et donc je ne sers plus à grand chose en terminale. En seconde, je suis D'accord. utile clairement, mais Mais et les contrôles à distance, comment faire ou en les demi-classe, contrôles à les distance, contrôles? ça c'est clair, il y en a pas. On peut D'accord. pas vous évaluer à distance. Donc ceux qui font du coup, ceux qui, par raison de problèmes, de personnes à risque, ne vont pas au lycée, ils Peuvent n'auront pas de pas notes pour le évaluer. 3e trimestre? Mais Non, c'est un parce peu qu'à moins compliqué. qu'on puisse mettre en non, bah, non, ça me paraît même pas faisable parce que, j'ai tenté un truc ouais, mais je sais pas, je du coup, Guillaume, j'en sais rien. Oui, voilà, c'est ça. Socrative, j'espérais que ça fonctionne parce que je trouvais que le système était super bien. Hem, je l'avais fait avec des spé où je vous envoie un Q mais même je crois que je vous l'avais fait à vous et ça a complètement buggé. Vous n'arriviez pas à ouvrir et l'avantage de Socrative, c'est des QCM en ligne, c'est que, en gros, je peux, mettre un chrono et faire en sorte que chaque élève n'a pas exactement le même QCM et là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est bah, vous pouvez toujours tricher, mais même en classe, vous pouvez tricher, enfin, je veux dire, à un moment donné, et je trouvais ça pas mal parce que ça évitait l'envie de se connecter ailleurs et d'aller regarder les réponses. Mais en même temps, c'est très injuste, quoi, le système d'évaluation à domicile. Donc, Ouais. voilà. Vous connaissez ma position là-dessus. C'est pas que j'ai été victime quand j'étais jeune d'injustice, mais vraiment le devoir maison évalué, ça m'a toujours posé problème, moi en tant qu'enseignante. Voilà. Donc, par contre, les devoirs à la maison que je vous donne et que vous me rendez et que vous voulez, ça, je l'ai proposé à certains élèves qui, pour le moment, n'auraient potentiellement pas 10 de moyenne en SVT, mais j'ai rien envoyé pour le moment parce que je n'ai aucune info, quoi. Donc, ça sert à rien que je vous gave d'exercices si à la fin, j'attends un peu et je veux voir aussi en fonction de vos parcours post-bac, ceux qui auraient besoin de continuer de la bio et je peux même faire de la bio un peu plus poussée, ce que je suis en train de travailler, ou ceux qui ont envie de faire de bio un peu plus poussée, même si en septembre vous faites autre chose. Parce qu'accessoirement, les journées sont longues. Donc je pense que c'est bien que vous gardiez un rythme scolaire. Je vous rappelle, votre cerveau est plastique. Si vous l'entraînez pas à se concentrer pendant 1 heure, 2 heures, en septembre, quand vous allez rentrer à la fac ou autre, ça risque d'être compliqué de vous concentrer pendant 2-3 heures. Vous risquez de décrocher. Donc c'est pour ça que c'est important aussi. Je sais que les jeux, ça vous alimente et c'est bien. Enfin, faut trouver des choses, voilà, faut se faire plaisir aussi parce que le confinement, c'est quand même beaucoup de frustration. Mais il faut aussi, faut essayer de garder un rythme, pas se lever trop tard, pas se coucher trop tard et voilà, se connecter aux profs, même si à distance, ça peut paraître déjà en cours des fois, mes cours sont un peu ennuyeux, mais là, à distance, ça peut être franchement pénible. Mais il faut quand même vous contraindre. Ça, c'est vraiment pour vous, c'est voilà, c'est un rythme, c'est une hygiène de vie, si j'ose dire, qui est vraiment importante. Surtout que vous aurez déjà juillet, août à ne rien faire pour beaucoup. Donc, sinon, vous perdez énormément. Votre cerveau, là, il y a plein de connexions qui se font et qui se défont. Et donc, même moi, c'est pareil, hein. Ça va être compliqué de reprendre la parole 3 heures avec un masque en plus, ça va être assez sympa. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, je peux pas, dès que j'ai des infos, évidemment, je vous les transmets, mais je pense que vous les aurez probablement en même temps que moi. Là, je sais que Madame Lenoble, elle est en train de travailler sur les secondes et les premières. Bah, déjà demain à 15h, on va avoir, je sais plus si c'est Blanquer qui va Oui, oui, bah, parler. après, oui, bien sûr, mais ouais. Mais après, c'est vraiment, je pense que les établissements ont aussi, enfin, ce sont aux chefs d'établissement, aux recteurs, aux maires aussi. Il y a pas mal de décisions à prendre là-dessus. Donc, faut que, bon, faut que les Mais gosses. madame, est-ce que vous pensez que demain, ils peuvent nous annoncer que l'école reprend seulement en septembre? J'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas Ça du serait cool. Je sais pas. J'en sais rien. Moi, j'espère qu'on va reprendre, mais c'est un sentiment, un souhait personnel parce que je suis très inquiète pour certains élèves, pas vous, mais les plus jeunes, quoi. D'accord.
Le confinement pour les tout petits, c'est quand même très, 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 très dur. Donc bon. Mais vous, en terminale, vous êtes grand, voilà, je pense que vous le vivez pas trop mal. Mais pour les tout petits, et puis même des confinements dans des conditions, dans des petits espaces avec, non, ça peut être très très compliqué. Donc bon, voilà. Voilà. Et puis il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire. C'est super important les petites classes, hein. Bon, vous aurez compris ce qu'est un koudou et un acacia, et si vous l'aviez pas compris, ça vous empêchera pas de réussir dans la vie. Mais pour les petits, pour les classes là où tout se construit, c'est compliqué. Même socialement, c'est compliqué. Donc voilà. Mais bon, après, je suis pas médecin, je sais pas ce qui se passe dans les hôpitaux et je me doute que les conditions sont très très dures et que voilà. Mais je pense aussi à tous ces enfants qui ont besoin d'être scolarisés, clairement. Plutôt d'être avec papa, maman. Voilà. Enfin, je parle pas pour moi, hein, elles sont bien avec moi. Bah oui, pour les hôpitaux, évidemment que c'est compliqué. C'est une drôle d'époque, voilà, que vous vivez, que nous vivons. Donc, bah oui, je me doute que pour ceux qui ont des parents dans le domaine hospitalier, vous êtes bien plus au courant que nous. Mais bon, voilà. J'espère que les enfants vont pouvoir avoir cours. Mais vous êtes des grands enfants. Donc vous avez des ordinateurs, des téléphones, vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Ouais, bah ouais. Après, ma place, elle est à l'école, moi, elle est au lycée. Elle n'est pas devant mon écran. Mais bon, ça, c'est un choix perso. Je peux comprendre que certains ne souhaitent pas revenir. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'étais bien contente de vous avoir parce que moi aussi, ça me fait du bien d'être en classe virtuelle. Je vais tout de suite là, avant d'enchaîner sur le CP de ma fille, avec Taoki et compagnie qui est à la plage en classe verte. Je trouve ça horrible. Les enfants de CP lisent Taoki qui en ce moment était passé à New York et maintenant se retrouve à la plage à faire des châteaux de sable. C'est terrible de faire dire ça aux enfants en ce moment. Donc bon, je vais quand même faire ce que je vous ai dit, Climax Café là. Après m'être pris mon petit café et après j'essaie de filmer, je vais demander à Agathe et Diane de m'aider pour faire un petit film sur la dissection de la fleur. Vous allez voir, c'est passionnant, je suis sûre que vous allez l'attendre avec impatience. Pour info, il y a des petits renardeaux dans le cimetière du Père-Lachaise. Donc c'est chouette ça, ça fait plaisir. Les photos, elles sont top. Voilà, donc, prenez soin de vous, profitez de ces moments surprenants pour faire des choses que d'habitude vous n'avez pas le temps de faire, dessiner, chanter, j'en sais rien. Faire le ramdam à 20h pour se défouler un peu, c'est assez sympathique. Et puis à mercredi, donc je vous envoie le travail à faire, c'est le Génialise sur internet. Et voilà, allez, bonne journée à tout le monde, prenez soin de vous.